Pour Tribune Libre, extrait de l'entretien exclusif donné au journal Mayenne aujourd'hui par François Dubois, ancien adjudant de gendarmerie. Dérives autoritaires et Jeux Olympiques à Paris. Il est évident que ces mesures manquent d'efficacité. Tout terroriste déterminé aurait pu stocker de l'armement et des ressources dans les zones contrôlées avant leur mise en place, puis obtenir des QR codes en bonne et due forme pour circuler librement dans ces zones et accéder à son matériel. Travailler en sécurité totale dans le cadre d'un événement organisé en open space est impossible. Les QR codes ne changeraient rien. Je pourrais me présenter avec un QR code valable sans que cela m'empêche d'entrer avec une arme dissimulée. Concrètement, il est impossible de mettre un gendarme au mètre carré, donc si fait tragique il doit y avoir, il a lieu. Dans le cas présent, l'insécurité potentielle des sites est la conséquence des choix organisationnels relatifs à l'événement, combinés à un contexte géopolitique pourvoyeur de risques extrêmes, allant du simple attentat jusqu'à l'opération menée en false flag, c'est-à-dire sous faux drapeau. En sécurité, le partiel ou le à moitié n'existe pas. On peut déjà constater que la recrudescence de forces de l'ordre sur place n'est pas un frein à la commission d'infractions de droit commun. En témoigne la triste actualité qui fait déjà état de plusieurs viols dans la capitale, impliquant des touristes victimes, quelques jours avant le début des JO. Je pense que Paris va avant tout servir de laboratoire à ciel ouvert pour observer les interactions humaines, le degré de soumission et d'acceptation des masses face à ces dispositifs dépourvus de sens, ainsi que leur efficacité à participer à la réalisation des objectifs fixés. Le Covid a fatalement généré un traumatisme. Il convient donc d'évaluer dans quelle mesure il a interagi sur le comportement des masses et, par conséquent, d'évaluer ce qui reste encore faisable à l'heure actuelle. Nous avons là un échantillon de Smart City tel que nos dirigeants la rêveraient. Une mégapole mondialisée où l'exercice des fonctions régaliennes relève d'une autorité internationale, collaboration avec diverses polices du monde intervenant en renfort. Dans cette ville, chaque déplacement est suivi de façon rigoureuse, offrant des perspectives politiques sans précédent en matière de taxation, de verrouillage numérique et de crédit social. Hier, le QR code a servi à justifier de son état vaccinal, levier sanitaire, telle une monnaie d'échange contre la liberté de consommer. Aujourd'hui, le QR code vous permet de rejoindre un nouvel arrondissement, levier sécuritaire. Demain, il témoignera de l'empreinte carbone liée à vos déplacements, levier environnemental. Après-demain, il servira de moyen de traçage et de justification de l'ensemble de vos faits et gestes en s'appuyant sur la combinaison des trois leviers. Si l'on combine cela avec la restriction mécanique des déplacements, grillage, sans grande légitimité mais agissant comme un semi-confinement, vous êtes guidé, ainsi que la surveillance par drone et vidéo combinée aux algorithmes et à l'intelligence artificielle, décret 2023-828 du 28 août 2023, on obtient la ville-laboratoire idéale pour Klaus Schwab. Reste à trouver les leviers médiatiques et politiques pour pérenniser ces mesures par la suite. Ce dispositif est également très gourmand en ressources humaines, ce qui veut dire qu'il ne pourrait dans un premier temps n'être réutilisé que dans un contexte exceptionnel. Article 16, couvre-feu, état de guerre, etc. Avant qu'il ne soit trouvé une solution pour remplacer les moyens humains par une technologie de traçage quelconque. Cependant, on peut très bien envisager, comme pour l'épisode Covid, qu'un bon nombre d'individus de la société civile seront eux-mêmes volontaires pour être acteurs de ces contrôles. Mais pour pouvoir compter sur cela, il faut d'abord effectuer un RETEX, retour d'expérience, afin d'analyser les facteurs d'adhésion et les problèmes rencontrés. Les JO sont un bon test. Sauf en cas de force majeure, les QR codes et autres barrières spécifiques aux Jeux Olympiques vont sauter avant que nous ne les retrouvions à l'occasion d'un nouveau narratif. Ces mesures sont un calvaire pour les Parisiens, sans apporter de plus-value sécuritaire réellement palpable. C'est bien pour cela que les JO vont constituer un excellent terrain d'observation afin de tester les limites d'acceptation. Cependant, certains aspects plus subtils de ces nouveaux modes de surveillance semblent nous échapper. C'est le cas du décret numéro 2023-828 du 28 août 2023, relatif aux modalités de mise en œuvre des traitements algorithmiques sur les images collectées au moyen de systèmes de vidéoprotection et de caméras installées sur des aéronefs prises en application de l'article 10 de la loi numéro 2023-380 du 19 mai 2023 relatif aux Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions qui, lui, devraient être prorogées au moins jusqu'au 31 mars 2025. Bien évidemment, les Français devront s'y habituer, mais rien n'arrive de façon brutale. Cela revient à faire cuire les grenouilles en montant progressivement la température de l'eau. Tout ne tourne pas exclusivement autour des Jeux Olympiques, qui sont un levier parmi d'autres. Les mesures isolées en elles-mêmes ne représentent pas nécessairement un danger. Souvent, elles sont présentées sous le prisme de la bienveillance.
Cependant, ce qui est fondamentalement inquiétant, c'est que nos gouvernements, une fois les jalons posés, peuvent combiner ces mesures pour créer un système de surveillance omniprésent. Imaginez un monde où des drones et des caméras peuvent vous identifier partout où vous allez en associant la reconnaissance faciale à votre identité numérique, votre dossier médical et vos informations bancaires. Les implications pour nos dirigeants sont vastes. Taxation, verbalisation, restrictions budgétaires imposées à vos dépenses, surtout si ces moyens sont combinés avec une monnaie numérique de type CBDC, monnaie digitale et programmable, centralisée. En regardant quelques décennies en arrière, nous constatons que nos libertés fondamentales ont subi des attaques sans précédent. L'utilisation de la monnaie en espèces est de plus en plus contrôlée et soumise à justification. Un autre aspect dangereux est l'invisibilisation de ces mesures. Nos gouvernants cherchent à nous contrôler et à nous rançonner sans que cela ne soit évident. Cette invisibilité facilite l'acceptation, à l'image des péages d'autoroute qui disparaissent. Vous serez filmé et rançonné sans même vous en rendre compte. Idem pour les grandes surfaces qui vont bientôt introduire un mode de paiement reconnaissant votre main. À terme, l'objectif est de débiter automatiquement votre compte sans que vous ayez à effectuer l'acte de paiement. Ce n'est pas anodin. Aujourd'hui, la seule liberté qui me reste dans l'exemple présent est celle de choisir de payer ou non. Demain, ce prélèvement automatique contribuera au dressage des masses, à accepter l'implacable automatisation de leur servitude. Nous sommes confrontés à un test d'utilité pour ces technologies dans la gestion et la surveillance des flux et de l'occupation des espaces. Le QR code présente un avantage majeur. En plus de faciliter la gestion et le comptage des groupes, il lie un mouvement à une condition. Il atteste de notre validation ou de notre obéissance à une règle et il est toujours présenté en attente d'une contrepartie. Les perspectives politiques sont colossales. Le QR code, en tant que fusion entre un outil de traçage et un moyen de sélection, peut rapidement porter atteinte aux libertés fondamentales. Il restreint d'abord notre liberté de mouvement et notre droit à la vie privée. Mais ces implications vont bien au-delà. Nous l'avons constaté avec les vaccins contre la Covid-19, où il a été utilisé comme un moyen de chantage consumériste en échange de la liberté de disposer de notre propre corps. Le pass sanitaire est avant tout un outil visant à imposer la vaccination. Cette technologie, bien que visible, n'est qu'une première étape. À terme, elle sera remplacée par une solution moins contraignante, peut-être une puce sous-cutanée mise à jour ou une autre nanotechnologie, présentée comme un confort et un progrès pour un public fatigué des QR codes omniprésents. Ces dérives technologiques interféreront inévitablement avec l'idéologie transhumaniste, qui se combine parfaitement avec les politiques de traçage et de sélection, justement parce qu'elle est par essence performative et concurrentielle. J'ai pour coutume de dire que le transhumanisme est un eugénisme 2.0. Les forces de l'ordre ont exécuté leur mission sans la moindre contestation. Cependant, si vous interrogez un gendarme mobile sur l'efficacité réelle de son dispositif à Paris, il vous répondra probablement, s'il est honnête et de bonne humeur, que dans l'absolu, ce dispositif n'est pas parfait, mais que leur simple présence demeure dissuasive. Certains admettront que la sécurité totale est une illusion, et ils n'auront pas tort. Si vous leur faites remarquer que la simple réservation d'une table dans un restaurant et la possession d'un pass Jeux Olympiques ne garantissent pas que vous ne pourrez pas agir différemment une fois dans la zone concernée, vous risquez d'entendre le fatal « C'est comme ça, monsieur, ce sont les ordres ». Pour ma part, je n'attends pas des forces de l'ordre qu'elles remettent en question les ordres qu'elles reçoivent quotidiennement. Demain, si un pouvoir qui œuvre dans l'intérêt du peuple accède aux responsabilités, il exigera cette même neutralité de ses forces de l'ordre. Un gendarme a le droit, voire l'obligation légale de refuser un ordre manifestement illégal. La situation est complexe ici, car ils agissent dans le cadre de la loi. Le véritable problème réside chez les hauts responsables qui conçoivent et mettent en œuvre ces procédures en toute connaissance de cause. Quant à la base, elle est psychologiquement victime du phénomène de dilution des responsabilités. Elle exécute une mission en sachant qu'elle est légale, qu'elle a été pensée par ses supérieurs et en conclut que si le dispositif a été conçu ainsi, c'est probablement parce que c'était l'option la plus efficace. Ils savent que la conception n'est pas leur domaine d'expertise, et ce n'est pas ce qui leur est demandé.
Le métier et leur responsabilité consistent à être des techniciens de terrain, capables de mettre en œuvre localement une partie du dispositif et de travailler pour assurer leur propre sécurité ainsi que celle des autres. Dans leur esprit, la projection, les mises en perspective et les éventuelles conséquences de leurs actions sur notre futur ne relèvent pas de leur niveau de décision. La mission étant légale, elle ne peut être contestée sur le plan professionnel et ce de quelque manière que ce soit. Tout s'arrête ici. Je n'ai donc aucun conseil à leur donner, si ce n'est de s'éveiller par la lecture et pourquoi pas de découvrir mes propres écrits. J'ai eu de nombreux débats au travail avec certains collègues sur ce type de sujet, notamment pendant la période du Covid. Ces débats étaient houleux, énergivores et parfois très tendus, où l'interlocuteur contradictoire finissait toujours par reconnaître son erreur. Cependant, cela reste stérile, car la conclusion est systématiquement la suivante. Les débatteurs se rendent compte qu'ils ne sont que de petits pions et que l'institution est un énorme rouleau compresseur. Celui qui réalise que ce qu'il fait n'est pas bon entre dans le déni, car il comprend qu'il n'a que deux options, exécuter ou quitter. J'ai choisi la seconde. Certains restent en continuant de critiquer, mais sans faire trop de vagues non plus, de peur d'avoir des problèmes. C'est peu glorieux. Lorsque nos libertés sont en jeu, il est essentiel de se battre. En tant que modestes citoyens, nos moyens sont limités, mais le peuple représente une force que nos élites cherchent à contenir pour maintenir leur statut d'élite, entre guillemets. Pourtant, elles ont paradoxalement besoin du peuple pour entretenir leur mode de vie parasitaire. L'entité peuple est à la fois dénigrée et redoutée. La lutte ne devient efficace que lorsqu'elle est menée par un nombre suffisant d'individus. Cependant, dans la société du spectacle actuel, au sens de Guy Debord, même le reflet de nos actions peut être falsifié. L'émulation d'un mouvement peut être rapidement freinée par les médias, qui sciemment dissimuleront son importance. Le mensonge médiatique est la constante de cette société, qu'il soit effectif ou par omission. Face à cela, la meilleure stratégie demeure la désobéissance civile. Bien que difficile, elle implique un aspect sacrificiel et une prise de risque à notre échelle. Il faut assumer ce risque et prendre notre part de responsabilité en étant prêt à en assumer les conséquences. Comme l'écrivait Étienne de la Boétie, si nous sommes asservis, c'est parce que nous ne prenons pas nos responsabilités. Déléguer est utile, parfois nécessaire, mais lorsque nous devenons le dindon de la farce, il est temps de reprendre les rênes. Le contraire s'appelle la servitude volontaire. La désobéissance civile est d'autant plus dure que sa généralisation dans la société est longue et qu'il faut que le phénomène concerné se répète dans le temps. Car chaque nouveau narratif entraîne une réadaptation. Vous comprenez pourquoi nous transitons en permanence des menaces sécuritaires vers les menaces sanitaires puis écologiques. Elle repose sur le principe sociologique simple de l'adhésion à la norme. Si nous sommes peu nombreux à la rejeter, nous sommes considérés comme des déviants. En revanche, si nous sommes majoritaires, ce qui était initialement présenté comme la norme devient une déviance. La dynamique de groupe joue un rôle complexe dans ce processus. Au départ, une action susceptible de prendre de l'ampleur est souvent initiée par un petit groupe. Cependant, sa propagation ne dépend plus uniquement du domaine de la pensée, elle relève du conformisme et de l'imitation face au groupe, qui gagne en crédibilité à mesure qu'il prend de l'ampleur. Le travail des objecteurs de conscience vise à accroître le groupe de réflexion afin qu'il puisse un jour entraîner le reste de la masse par effet de non-pensée du groupe, même si nous ne pouvons rien attendre de cette masse. Plus les individus sont instruits, plus ils sont sujets à la peur. Le savoir confère un pouvoir qui contraste avec la perte de contrôle induite par la peur. Malheureusement, depuis quelques décennies, nous sommes souvent maintenus dans un état de peur, alimenté par des scénarios catastrophes. Cette peur a un effet paralysant, et elle diminue nos capacités intellectuelles, entravant ainsi notre mobilisation. Ajoutons à cela la grande entreprise d'abrutissement des masses par la télévision et par les programmes scolaires, et vous comprendrez que toute forme d'émancipation intellectuelle devient aujourd'hui très difficile. Pour contrer cela, les citoyens doivent diversifier leurs sources d'information, lire des livres et cultiver leur propre pensée critique. L'apprentissage des méthodes d'investigation est également crucial. Il s'agit d'apprendre à recouper les informations et à les vérifier. Il est essentiel de réapprendre à communiquer avec les autres, de ne pas rester isolé, convaincre les personnes encore sous hypnose. La clé réside dans la constance et dans la solidité de nos arguments. Malheureusement,
La dissidence actuelle est parfois entachée par des individus qui manquent de sérieux et de rigueur intellectuelle, colportant ainsi de nombreuses inepties dangereuses. Soyez pas spectateurs ou attentistes, mais acteurs. Nous pouvons tous être force de proposition. Nous traversons une période de confrontation idéologique intense à l'échelle mondiale. Ne les laissons pas recréer leur modèle. Nous touchons le fond et bientôt viendra le moment de prendre l'impulsion pour remonter à la surface. Je constate que de nombreux dissidents connus et très suivis souhaitent se rassembler et outrepasser leurs divergences pour proposer des solutions. J'œuvre moi-même dans ce sens. Il nous faut un mouvement capable de fédérer, car cela va être le gros travail de cette rentrée. Notre union et notre organisation sont leurs plus grandes craintes. Il nous faut de véritables représentants du peuple qui ne travaillent pas pour leurs intérêts personnels, pour l'argent, pour l'ego ou la carrière. Nous avons également une exigence politique de transparence absolue et de probité, ce qui coule de source quand on travaille dans le seul intérêt du peuple. Je vous encourage à découvrir mon ouvrage « Alice au pays de Lucifer » publié chez K Éditions. Il explore les mécanismes spectaculaires et illusoires de l'inversion des valeurs caractérisant notre époque. Mécanismes qui nous maintiennent dans l'état de servitude, allant jusqu'à la réification de l'homme, c'est-à-dire sa chosification. Vous pouvez retrouver mes publications sur le site Profession Gendarme, dont je suis vice-président, en tapant mon nom, mon prénom dans la barre de recherche, et sur le think tank strategica.fr. J'ai aussi de nombreuses parutions vidéo sur des sites tels que TV Liberté, le Média en 442, je salue Marcel au passage, Géopolitique Profonde. Elles sont toutes regroupées sur ma chaîne YouTube, François Dubois, Profession Gendarme. Il m'arrive aussi de donner des conférences. La prochaine en ligne portera sur le thème « Force de l'ordre, protéger ou servir l'Empire », sortie prévue pour la rentrée. Enfin, pour les personnes qui vont sur X, anciennement Twitter, voici mon lien, @f_dubois tweet.